Bonjour tout le monde. Euh, ce que je vous propose, c'est d'essayer de parler pas trop longtemps. Peut-être, je crois que j'ai une demi-heure au total, c'est ça? Donc je vais essayer de parler 15-20 minutes max, puis qu'ensuite peut-être on puisse avoir un échange. Je ne sais pas si c'est pensé comme ça ou pas, mais je pense que ça peut être pas mal. Euh, alors peut-être je me présente rapidement. Donc Yves Marie. En 2018, avec un ami d'enfance qui s'appelle Florent Souillot, on a créé donc cette association Lève les yeux. Euh, Moi, pour la petite histoire, avant ça, j'habitais en Birmanie, en Asie du Sud-Est, où j'ai vécu 4 ans. Et en fait, en Birmanie, j'ai été le témoin de quelque chose d'assez original. Ça a été l'arrivée d'Internet et des smartphones en un laps de temps très court. C'est-à-dire qu'en quelques mois, le pays s'est équipé en smartphone. Et des amis avec qui je jouais de la guitare dans la rue, avec qui il y avait vraiment cette attention et cette ouverture très particulière, je les ai vus se faire happer, aspirer par leur smartphone. Et ce que j'ai au début pris comme une modernité positive, une ouverture au monde, m'est assez vite apparu comme en fait une aliénation. Puis en plus, quand je regardais ce qu'ils faisaient, c'était essentiellement de scroller Facebook, de regarder des vidéos complotistes qui incitaient à la haine des musulmans, ou de regarder éventuellement du foot au mieux, et puis aussi tout ce qui est pornographie, etc. Donc ça a été un petit peu un choc. Euh, et là-dessus, les lectures et mon retour en France en 2018, et donc avec Florent qui sera là tout à l'heure, on lance cette association. Et c'est vrai qu'au début, quand on a lancé l'association, une première chose qu'on a faite, c'était d'aller voir ce qui se faisait déjà. Et là, on a rencontré un peu les pionniers, les gens qui sont investis sur cette cause depuis beaucoup plus longtemps, et, notamment Anne Lefebvre avec Alerte Écran, et donc bien sûr derrière Jacques Broder. Donc moi, j'ai eu la chance de suivre Jacques sur des interventions, notamment dans une école dans le 20e avec la classe de Florence Herrero, qui était là tout à l'heure. Voilà, je l'ai suivi dans plusieurs interventions. J'ai eu la chance de suivre Barbara qui vient de s'exprimer. Euh, et donc, ça a été aussi très formateur et une belle sensibilisation de voir qu'il y avait déjà des initiatives qui étaient prises. Et donc, nous, on s'est inspiré de ça. Au départ, on a voulu uniquement organiser des événements sans smartphone. Notre idée, c'était qu'on voulait changer un peu la norme et que c'est en train de devenir cool d'avoir la tête comme ça dans un bar. Bah, on se disait il faudrait que ça devienne cool de se regarder dans les yeux dans les bars. Donc on a lancé un label de lieux déconnectés. Et de fil en aiguille, on a été amené à être appelé pour intervenir auprès d'enfants, auprès de collégiens, auprès de parents. Et on a développé toute une activité. Donc voilà, et je me suis installé à Marseille, où je me suis mis à plein temps avec Lève les yeux. On a obtenu des subventions. Voilà, on a réussi à créer un premier poste de salarié, donc le mien. On espère d'ici 6 mois, 1 an, créer un deuxième. Donc il y a une équipe de gens motivés, il y a un conseil d'administration, il y a Maxime qui est là, il y a de membres actifs, on a des intervenants, donc une équipe d'intervenants à Marseille, une équipe à Paris, il y a aussi Maryse et Lucas qui sont là, qui interviennent régulièrement. On commence à avoir une petite présence en Gironde, à Nice, avec cette idée qu'il y a des demandes de partout, hein, de sensibilisation, que ce soit auprès des jeunes ou auprès des adultes, et on essaye un petit peu d'y répondre. Évidemment, on renvoie aussi souvent vers les associations amies, donc comme Alerte Écran ou les Chevaliers du Web. Voilà, donc pour revenir sur les activités de Lève les yeux, on s'est mis donc à développer cette activité de sensibilisation, d'éducation populaire. Et en parallèle, en discutant avec Anne, avec aussi les amis du collectif Surexposition Écran, hein, pédopsychiatre et psychologue du Cause, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu aussi de plaidoyer. Bon, par ailleurs, moi, j'ai un passé de collaborateur politique, donc j'avais peut-être un peu cette sensibilité. Mais c'est vrai que je pense que les interventions qu'on a eues ce matin sont assez éclairantes. On voit bien qu'il y a un rapport de force dans lequel nos associations sont très défavorisées face à des industries qui sont les plus riches de l'histoire de l'humanité, qui accumulent des profits colossaux sur la revente de notre temps d'écran, en réalité, de nos données personnelles, de notre attention.
Et donc, il y a une industrie de la captation d'attention. Ça a été très bien expliqué ce matin par Elisabeth. Moi, j'ai suivi l'intervention aussi sur les jeux vidéo, là, qui était très bien. Et on voit bien que ce modèle économique est vraiment une des sources du problème. Et donc, ce qu'on répète aussi souvent, quand même, c'est que non seulement il y a ce modèle économique de la part d'industriels qui essayent de gagner de l'argent, et quelque part, c'est assez logique dans une économie de marché que les entreprises veulent gagner de l'argent. Là où ça devient vraiment problématique à nos yeux, c'est le fait que les pouvoirs publics se fassent finalement complices et en encourageant sans aucune mesure cette numérisation de la société. On voit bien qu'il y a des aides économiques. Vous pouvez lancer n'importe quelle appli pour mesurer la taille des mouches, vous allez recevoir des millions de subventions. Si vous avez des associations de prévention qui essayent d'alerter sur les risques des écrans, là, vous allez en mieux ciel et terre pour décoter un petit billet de 5 000 euros qu'il faudra justifier pendant des kilomètres de dossiers de subvention. Donc, il y a un vrai enjeu politique. Il faut que ça devienne une priorité de politique publique, une mesure de santé publique, la prévention des écrans. Sur les questions de santé, ça doit aussi être une priorité éducative. Voilà, on pourra revenir là-dessus, mais c'est pareil avec le collectif Attention qu'on a monté. Donc, en découvrant cet enjeu du rapport de force, il y a eu cette idée de se réunir et on a fondé le collectif Attention. On a organisé les Assises de l'Attention en 2020 à Paris, à la Bellevilloise, pas très loin d'ici. On a recommencé en 2022. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'interpeller les décideurs politiques, donc des candidats aux élections, et autour de propositions qu'on a déterminées collectivement avec toutes nos associations. Alors aujourd'hui, il y a environ 14 associations dans le collectif. Il y a aussi des associations environnementales, avec Agir pour l'environnement, il y a Halte à l'obsolescence programmée. Et on essaie de bien montrer que la numérisation de la société, c'est un problème global. C'est non seulement un enjeu sanitaire, il y a une urgence sanitaire dont on parle depuis ce matin et qui est évidente, mais il y a aussi des enjeux anthropologiques, éducatifs, démocratiques, environnementaux. Et voilà, on essaie de mettre ça en exergue, on essaie d'alerter les pouvoirs publics, mais encore une fois, on a des tout petits moyens et c'est quand même une bataille qui est longue. Mais bon, en tout cas, je suis très heureux d'être là parce que c'est finalement aussi dans un colloque d'alerte que le collectif Attention a un peu germé. Hein. On avait été déjeuner, je me souviens, à la pause du dernier colloque alerte. Il y avait aussi Marie-Claude Bossière du Cause et c'était un peu un moment où on s'était dit qu'il fallait agir ensemble. Janine Busson aussi, de l'Enfance Télé Danger. Voilà, je ne sais pas trop combien de temps il me reste, parce que j'ai pas de... Il doit rester 15... Donc il me reste 15 minutes alors. Ah ouais. Ah bon, super. Alors dans ce cas, avant un petit échange qui peut être intéressant, je vous propose de vous expliquer un peu ce que le dit Lève les yeux dans ses actions de prévention. D'être un peu plus concret, un peu de matière, ça peut vous intéresser. Alors déjà, pour s'intéresser aux jeunes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un jeu de société qui s'appelle Planète Déconnexion, qui est en exposition là-bas. Et avec toute l'idée de notre approche, c'est que on essaye d'éviter deux écueils, qui est la dimension anxiogène que peut avoir ce sujet. Évidemment, on vit dans un monde qui est déjà assez anxiogène comme ça. On nous explique que tout va s'effondrer, ce qui est relativement vrai. Et donc, venir en plus ajouter une couche d'angoisse sur les écrans, on essaie de ne pas trop le faire. Et en même temps, c'est compliqué parce que si on veut être lucide et dire la réalité telle qu'elle est, bah, c'est la réalité qu'on est en train d'être aliéné par des écrans sur lesquels on passe l'essentiel de notre temps éveillé. Donc voilà. Et pour essayer de marcher sur cette ligne de crête, on utilise le jeu, qui est un bon moyen un petit peu de rentrer dans le sujet sans être trop anxiogène ni culpabilisant. Là, c'est aussi plus quand on s'adresse aux parents. Et il y a un gros enjeu sur la question de la culpabilité, parce qu'on voit bien, on en a parlé ce matin, sur par exemple le projet de loi qui arrive pour la surexposition aux écrans. L'idée, c'est finalement de déplacer la responsabilité sur les parents qui reçoivent toutes ces injonctions paradoxales, avec à la fois le numérique qui est génial, mais à la fois faites attention, et puis à la fois vous devez tout faire sur vos écrans pour communiquer avec l'école, pour payer vos impôts, pour vivre.
et en même temps, attention, les écrans, c'est pas bien. Voilà, nous, ce qu'on explique, c'est qu'on est dans une démarche de plaidoyer politique et ça ne peut pas se jouer uniquement à l'échelle individuelle. Et ça, c'est aussi un levier pour déculpabiliser, de dire voilà, les causes sont structurelles, sont globales, donc tout ne peut pas reposer sur l'individu. Et donc voilà, donc sur nos interventions, on suit toujours un petit peu ce fil, la prise de conscience. Donc on commence par des petits quiz sur, par exemple, je peux vous le faire là si ça vous dit. Je demande on va demander quel est le temps moyen d'écran en France pour des adultes en 2012. 2012, avant que les smartphones arrivent, par jour. 1 heure. Tout écran confondu, sachant qu'il y a aussi les ordinateurs professionnels, la télévision, 3 heures, 5, 6. Voilà, c'est 5h40. 5h40, c'est l'ASNAV, l'Agence nationale de santé visuelle, qui produit ces chiffres. Et alors, la même question en 2019. Entre-temps, les smartphones sont arrivés. Et là, c'est passé à 10. Bon, il y a plein de connaisseurs dans la salle, c'est de la triche. Mais... Donc, on voit qu'il y a un doublement. Et on voit qu'en fait, il y a un basculement anthropologique historique. C'est-à-dire que l'humanité, entre 2012 et 2019, s'est mise à passer l'essentiel de son temps éveillé derrière un écran. Voilà, ça, c'est en général ce par quoi on commence nos interventions, qui permet quand même de poser les bases d'un constat, mais qu'on finalement, on n'a pas toujours bien en tête, mais qui est en fait majeur. Et ensuite, pour parler des... Alors, on a d'autres jeux, on fait un débat mouvant, un sondage mouvant, on fait des jeux sur la concentration, on fait parfois une petite méditation, ou des jeux sur la concentration pour leur faire mesurer l'importance de l'attention et de la concentration, qui sont aussi justement des très bons outils de résistance pour nourrir l'esprit, la liberté d'esprit derrière. Et puis après, on va sur les effets, et c'est là où on utilise le jeu de société, et derrière pour débattre des effets. Et avec cette approche protéiforme, qui est bien de dire qu'il y a des effets sanitaires, mais aussi éducatifs, démocratiques, écologiques. C'est vraiment un enjeu global. Et derrière, on essaie de ne pas passer trop de temps là-dessus pour ne pas être trop plombant non plus. On va derrière sur la question des causes. Et donc, comment on en arrive là? Et là, on va au décryptage de la captologie. On va vraiment on va écrire captologie au tableau, et on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on va leur demander quelles sont les applis qu'ils utilisent le plus. Et on va partir de leurs applications pour essayer d'apprendre à les décrypter. Donc, Elisabeth parlait ce matin de se pencher dans les contenus. Et c'est clair que c'est super important. D'ailleurs, petit conseil pour tous ceux que ça intéresse, il y a des petites vidéos de dopamine sur Arte qui sont, en termes de pédagogie, quand même un peu ce qui se fait de mieux, à mon sens. Et donc, nous, voilà, on essaie de bosser TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Netflix, Fortnite. Voilà, les principaux, on essaie de savoir un peu quels sont les mécanismes addictifs qui sont dedans. On va aider les jeunes à les deviner eux-mêmes. On va travailler avec eux pour nourrir leur esprit critique, pour qu'ils comprennent le modèle économique derrière, la publicité, la revente de données personnelles. Et à minima, même s'ils ne pourront pas se libérer de leur addiction du jour au lendemain, qu'ils aient un petit peu conscience de ce qui se joue à chaque fois qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir à leur application. Ça, c'est quand même un élément clé. Leur rappeler aussi, quand même, ça fait jamais de mal de le dire, que dans la Silicon Valley, on n'expose pas ses enfants avant 14-15 ans aux écrans, que Bill Gates a donné son smartphone à sa fille à 15 ans. Voilà, toutes ces choses qui sont quand même bonnes à rappeler, pour prendre la mesure aussi de ce qui se joue en termes financiers et éthiques. On essaye de rappeler quand même, notamment quand on s'adresse aux parents et aux adultes, les enjeux de pression institutionnelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une vraie poussée vers la numérisation de tout, et c'est pas anodin. Donc voilà, et ensuite quand on arrive, on essaie de réfléchir à des solutions. On montre bien qu'il y a des solutions individuelles, de la même manière que pour la protection de l'environnement. On peut avoir des bons gestes. Il y a plein de petits gestes très utiles, couper les notifications, acheter un réveil à la place de son smartphone, avoir une boîte à smartphone, je sais pas, limite arrêter le smartphone et repasser au téléphone à touche quand on va aller jusqu'au bout. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a toute une infrastructure autour de nous qui est organisée comme ça. On n'a pas vraiment la liberté de résister complètement en réalité. Et donc, il faut aussi un peu d'action collective. Il faut soit rejoindre une association, soit
soit mettre la pression aux responsables politiques là-dessus, demander ce qu'on dit toujours aux parents, bien sûr, c'est de faire équipe pour essayer entre parents de résister à la numérisation de l'école, résister, alors ça c'est miraculeux quand ça arrive, mais il y a certains groupes de parents, moi j'ai des témoignages, qui arrivent à s'accorder pour repousser l'accès au smartphone des enfants. Moi, plus, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres spécialistes, mais moi, plus le temps passe, plus je trouve que c'est vraiment un des éléments clés en réalité. L'accès du smartphone dans les mains de l'enfant, c'est vraiment la bombe à fragmentation. Et ça paraît anodin comme ça, c'est celui qui traîne dans le tiroir des parents parce qu'il rentre en sixième. En fait, non, c'est pas anodin. Il vaut mieux mettre 20 € dans un petit téléphone à touche si on pourra garder le lien avec l'enfant. Mais surtout, il n'aura pas Internet seul dans sa chambre le soir, qui est une catastrophe. Et l'accès à tous les réseaux sociaux, à tous les contenus choquants. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui font de l'intervention auprès d'enfants. On est toujours halluciné de savoir ce qui vaut. En fait, ils ont accès à des images que moi, en tant qu'adulte, je ne suis pas du tout capable de soutenir. Donc, voilà. Voilà en gros le déroulé de ce qu'on fait, la sensibilisation, du plaidoyer. On a écrit un livre qui est disponible derrière. Et voilà, très heureux d'être avec vous ici. Puis si vous avez quelques questions, avec plaisir.